Bonjour et bienvenue sur Vente Direct TV. Une fois n'est pas coutume, nous organisons aujourd'hui une rencontre à destination des distributeurs sur le thème comment choisir sa société de vente directe. Vous l'imaginez, c'est une thématique très importante en vente directe. Alors comment choisir sa société de vente directe? Faut-il la choisir par rapport à un plan de rémunération? Faut-il une adhésion par rapport au produit? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons nous poser aujourd'hui. Je vous propose tout de suite de rejoindre la table ronde. Voilà, je m'appelle... Oh, it doesn't mean you get me at all. Oh, clever guy. You go when I'm back. Promise what you want. Promises flowing through the air, but they are worthless to hold in your hand. To get there, only thing you care. Oh, just to fight loneliness. So to tell you the truth, I knew many like you won't ever choose your bed off. Oh, yeah. La vente directe, ce mode de distribution encore peu connu du grand public, fait de plus en plus parler de lui. En 2009, ce sont 23 000 nouveaux vendeurs qui se sont lancés et en mai dernier, la notoriété de la profession a reçu un bon coup de pouce grâce à l'accord conclu avec l'État pour créer 100 000 emplois en vente directe dans les 3 prochaines années. 100 000, un chiffre ambitieux qui traduit un réel gain de reconnaissance de ce mode de vente. Moi, je suis fonctionnaire à la Poste, c'est autre chose. Mais disons que le marketing de réseau me plaît beaucoup parce qu'on rencontre plein de gens et on porte à des gens quelque chose. Si vous aussi vous avez découvert la vente directe et que vous avez envie de vous lancer, sachez que votre réussite dépendra du choix du réseau. Mais quelles sont les bonnes questions à se poser? Est-ce qu'on fait réellement un choix au début ? Moi, je pense qu'au début, ce choix, il est relationnel, il est humain. Enfin, je vais parler pour moi, c'est-à-dire que je suis rentré dans le marketing de réseau dans une société qui pour moi, était la meilleure parce que j'ai été amené par quelqu'un que je connaissais. Et est-ce que on a réellement le choix? C'est une question que je soulève. Ou est-ce que déjà, dans un premier temps, on découvre le marketing de réseau, on rentre dans une société? Personnellement, je pense qu'on a toujours le choix, mais peut-être que d'autres personnes autour de la table pourront apporter leur témoignage. Je vous en prie. Je souhaitais juste rebondir sur ce que disait monsieur. Moi, je dis qu'on a toujours le choix, parce qu'à titre personnel, j'ai contacté plusieurs sociétés avant de me lancer. Je me suis lancée avec One More Milk et c'est pas par hasard, c'est précis. Voilà. Donc je tiens à préciser qu'on a toujours le choix. Le choix, oui, mais sur quelle base le faire? J'ai été séduit par le concept et en premier par le produit. Personnellement, j'ai été mis en contact avec la vente directe, mais je ne connaissais pas du tout. Voilà, donc j'ai été séduit par un concept de technologie, de produit. Et ce n'est que juste après que j'ai découvert qu'il y avait derrière un concept économique, etc. Et oui, derrière chaque réunion conviviale se cache aussi toute une organisation économique. Et si l'on se place du côté des responsables des réseaux, qu'attendent-ils des candidats à la vente directe? Je crois que vraiment aimer son produit, ça, enfin en tout cas chez nous, c'est vraiment forcément le premier critère. Nous, on cherche vraiment des gens déjà qui sont séduits par le travail de la créatrice et après qui vont adhérer à notre philosophie d'entreprise, à notre concept. J'ai commencé un petit peu sur des bijoux. Bon, c'était pas quelque chose qui me convenait. Ensuite, effectivement, j'ai été en relation avec Charlotte, la société Charlotte. J'aimais bien la philosophie de la société, mais moi-même, je ne me voyais pas vendre de la lingerie. Bon, ça, c'est purement personnel. Là, après, il faut effectivement être, je pense, en adéquation avec le produit, parce que c'est vrai qu'il faut quand même pouvoir le vendre et puis être prescripteur de ce qu'on fait. Et donc, c'est vrai que sur les produits, moi, j'en suis convaincue. Je les applique moi-même, donc forcément, les femmes ont envie de me suivre parce qu'elles voient le résultat. Et c'est vrai que maintenant, par rapport à la confection Place Ballard, moi, vous voyez, je suis habillée avec un des produits, j'ai envie de... Voilà, c'est tout. Je crois qu'il faut donner l'envie. Moi-même, je suis habillée en One More Milk aujourd'hui, voilà, je fais aussi la promo. Assurément, c'est donc le produit qui doit être la première chose qui oriente vos recherches. Déjà parce qu'il est plus facile de parler d'une chose qui vous plaît, mais aussi parce que les meilleurs vendeurs sont ceux qui sont eux-mêmes convaincus. À moins d'être un super commercial et de se dire je peux tout vendre, on a besoin d'un fit avec le produit parce que d'avoir une forme d'adhésion avec les gens, parce qu'on a besoin d'aimer les gens pour les recommander. Tu devrais bosser avec ce type, il est formidable et tout, etc. Donc c'est tout un système qui fonctionne comme ça. Il faut de la vente pour que l'activité fonctionne. Est-ce que je vends? Non. Je fais plutôt ce qu'on m'a toujours appris ce que je fais depuis que je suis née, c'est-à-dire je promotionne. Je promotionne quoi? Je promotionne des choses qui me font du bien dans ma vie. J'étais la première cliente dans mon affaire.
J'y ai trouvé énormément de bénéfices au niveau de ma santé, de ce concept de prévention de santé. Et c'est ça que je promotionne avec enthousiasme. Au fait, je suis juste moi et je constate que ces produits qui sont Nikken sont de très bonne qualité. Au fait, c'est eux qui se vendent. C'est les gens qui viennent chez moi et qui me disent, tiens, comment est-ce que tu as fait pour... Mais vendre vraiment, est-ce que je fais? Non. Mais c'est important quand même. Donc c'est une démarche assez subtile. La vente directe, c'est un changement. C'est-à-dire que les gens ne sont pas motivés, ils sont ce qu'on appelle mobilisés. Mobilisés, ça veut dire qu'ils n'ont qu'une seule envie, c'est que leurs amis achètent les produits de leur entreprise. La passion du produit est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Bien évidemment, il reste nombreuses autres questions pour bien choisir son réseau. Au départ, si on n'est pas expert dans le domaine de la vente, on va se tourner un peu naturellement vers des produits qu'on aime bien. Bon, ça c'est un premier choix. Après, le choix de la raison, c'est de se dire, après tout, plusieurs entreprises peuvent correspondre à mon choix. Là, il faut un feeling avec d'abord la personne qui va vous encadrer directement, c'est-à-dire si c'est une société multiniveau, qui va vous parrainer. Est-ce que cette personne va bien s'occuper de vous et va bien vous expliquer le concept? Comment vais-je être formé? C'est-à-dire, est-ce qu'on va me laisser un peu seul sur le terrain ou est-ce qu'on va m'accompagner dans mes premières réunions de vente? Les produits étaient très complémentaires et s'associaient très très bien à mon activité. Et par la suite, quelques temps après, j'ai creusé, comme vous disiez, j'ai regardé les coûts des droits d'entrée, le concept global et la mise de départ était nettement moindre que pour une franchise, ce qui permet de démarrer progressivement parce que cette activité de VDI, c'est une activité, c'est un jeu de construction, ça se fait dans la durée, ça se fait pas en 3 minutes. Donc il faut toujours avoir ça à l'esprit. Moi, je me rappelle très bien la démarche que j'ai eue. À l'époque, ça a été d'abord l'intuition. Il y a un appel du cœur, c'est dire waouh, là il y a quelque chose. Et donc après, il faut mettre en route effectivement ses capacités d'analyse. Puis le reste, effectivement, il y a toujours des risques si on démarre avec une société qui est jeune. Il faut peser ça. Il y a une constante de base, c'est qu'un réseau qui change pas les règles toutes les 5 minutes est un réseau fiable. Pourquoi? Imaginez que vous avez un taux de commission et puis après vous touchez sur des niveaux, s'il y a du parrainage, etc. Et si la société modifie les taux sans arrêt ou les règles sans arrêt, ça veut dire qu'elle n'a pas ajusté son modèle. Elle n'a pas ajusté son modèle, ça veut dire que vous construisez en fin de compte votre performance sur un modèle qui vous est proposé, commission, parrainage, etc. Et la société change les règles sans arrêt. Ce n'est pas possible. Donc c'est aussi des questions qu'on peut se poser. Donc est-ce qu'une société qui va changer les règles, une société qui mise sur le long terme, sur un partenariat solide avec ses vendeurs? Alors pour résumer, en priorité, il vous faut choisir un réseau qui vous correspond et chercher une société fiable. Pour cette dernière question, il existe des astuces. Il y a plusieurs clés. Une première clé, c'est déjà de se dire... alors, c'est pas une clé absolue, hein, je rassure ceux qui n'y sont pas, mais les entreprises qui sont adhérentes à la Fédération de la vente directe, a priori, sont quand même relativement bien vérifiées, c'est-à-dire qu'avant de pouvoir y adhérer, on vérifie un certain nombre de conditions. Est-ce qu'elles payent les charges sociales? Est-ce que le contrat avec les vendeurs est en règle? Est-ce que les contrats avec les clients, donc les bons de commande sont réglo? Est-ce que la société a eu des soucis ou pas, etc. Donc je dirais globalement que c'est un bon filtre pour avoir des entreprises sérieuses et responsables. Mais ça ne veut pas dire, parce qu'il y a plein de jeunes entreprises qui parfois trouvent l'adhésion un petit peu chère et se disent j'y serai mais un peu plus tard. Donc, ou d'autres entreprises pour d'autres raisons qui ne veulent pas y adhérer. Mais premier choix. Avant de choisir, c'est bien aussi de rencontrer des vendeurs et pas forcément juste ceux que vous mettez en avant l'entreprise. Renseignez-vous, allez sur les forums aussi. C'est intéressant, aujourd'hui il y a plein de forums, tapez le nom de l'entreprise. Vous verrez bien ce qu'on y raconte. Alors, on dira toujours du mal. Hein. Ne vous arrêtez pas sur un avis négatif sur une entreprise. Regardez l'ensemble de ce qui se dit, parce qu'il y aura toujours un râleur qui n'était pas content de ceci ou de cela. Mais apprenez à prendre de la distance et regardez ce que disent les gens. Au premier abord, moi, ce que je souhaitais, c'était intégrer quelque chose, voire créer quelque chose de nouveau. Moi, je voulais de la nouveauté. Mais à vos risques et périls, j'imagine, parce qu'il y a plus de danger. À la base, je voulais me mettre à mon compte. Donc, comme je disais... je prends des risques, oui et non, parce que j'investis pas, donc c'est pas comme si je vais faire un emprunt bancaire, comme disait monsieur, à 100 000 euros. Pour moi, je prends pas de risque vraiment.
Et on en arrive à l'enjeu majeur d'une activité de vendeur, allier le plaisir à la rémunération. Alors, quelles ambitions se donner lorsqu'on se lance dans la vente directe et que faut-il attendre des réseaux? Il y a différents types en fait, d'entreprises. Il y a des entreprises où il n'y a pas de parrainage, c'est-à-dire qu'on gagne uniquement sur ses ventes. Bon. On peut être bon vendeur, on peut s'estimer, ne pas vouloir parrainer d'autres personnes et tout, etc. Donc ça, c'est un choix qui est personnel. Et parfois, les gens évoluent. Au départ, ils démarrent en disant « je suis que vendeur » et puis ils viennent au parrainage après. Donc attention, dans l'univers de choix, donc c'est de quoi sont faits mes gains. Après, il y a la récurrence, parce que parfois, on peut avoir un taux moindre, 25% au lieu de 30% dans un réseau, mais par contre avec des produits hyper récurrents dont les gens ont besoin tous les mois et qu'on va leur vendre tous les mois, tous les 2 mois et surtout de l'année parce que c'est un besoin récurrent. Exemple, si vous rentrez dans une société qui vend des produits d'entretien, les gens n'arrêtent pas le nettoyage pendant 3 mois, etc. Ils ont un besoin presque 12 mois sur 12 de produits d'entretien. Peut-être que vous allez dire, ils donnent que 25%, alors que dans tel autre truc, on donne 30%. Oui, mais bon, peut-être que 25% avec de la récurrence et du rachat, ça peut être plus intéressant. Donc, regardez pas un plan de rémunération en disant, là, ils donnent du 30, là, ils donnent du 25, là, ils donnent du 40, etc. Regardez aussi sur quel chiffre ça s'applique, sur quelle récurrence ça va s'appliquer. Notre plan de rémunération, pourcentagement parlant, n'est pas intéressant. Quand on regarde de brûle pour point, tu touches combien sur le tien, tu touches combien sur le mien, il n'est pas attirant. Par contre, l'avantage qu'il a, c'est d'avoir ce phénomène de récurrence. Donc là, ça ramène aussi à la personne quel est ton temps de disponibilité. Parce que si tu es complètement disponible, l'esprit vendeur, tu auras peut-être plus un intérêt, une envie d'aller chercher un plan avec de fortes rémunérations immédiates. Nous, c'est vraiment dans l'esprit du bâtisseur dont on disait tout à l'heure, puisque donc un contrat téléphonique, on en a tous ici, c'est quand même pas des revenus importants, on touche pas beaucoup, par contre on touche tout le temps. Et c'est vraiment cet esprit de construction que nous on essaie de définir. Donc en résumé, c'est vraiment savoir ce que veut la personne pour pas se tromper et lui dire le temps. Il y a ces 2 notions, le besoin et le temps que cela va prendre. Puisqu'on a tous envie d'être milliardaire. Par contre, si on a 2 heures par semaine, ça va être très très compliqué, quoi. La transparence, c'est pas simplement pouvoir montrer le plan avec les chiffres, parce que ça, c'est clair que chaque société sérieuse le fait. C'est aussi de pouvoir... Il y a un autre aspect qui est très important, c'est qu'il doit être équitable, le plan, à chaque étape de progression d'un distributeur. Et donc, il faut que ça soit stable et il faut que ça soit équitable au fur et à mesure que le distributeur avance en ancienneté et puis en progression de son affaire éventuellement. Au-delà de la rémunération, il faut considérer un autre élément important à prendre en considération. Aujourd'hui, il n'y a pas de règle sur le droit d'entrée. Il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est de se dire qu'il doit correspondre à quelque chose. C'est-à-dire que globalement, est-ce que c'est un ticket d'entrée démesuré par rapport à la contrepartie qu'on en a, ou est-ce que c'est un droit d'entrée qui est tout à fait raisonnable? Couramment, on va dire que jusqu'à une centaine d'euros sont des pratiques assez courantes dans la vente à domicile. Vous avez des bons de commande, vous avez des catalogues, vous avez des produits qui sont offerts pour une contre-valeur quasiment équivalente à votre droit d'entrée, etc. C'est normal, vous êtes indépendant, vous n'êtes pas des salariés. Si on dépasse ces montants-là, ça nous inquiète, sans pour autant fustiger, mais ça nous inquiète parce qu'on se dit où est l'intérêt de l'entreprise? C'est-à-dire que est-ce que c'est multiplier le nombre de vendeurs à l'infini pour avoir beaucoup d'argent, en fin de compte, rien que par des droits d'adhésion, et en fin de compte, ou bien est-ce que l'objectif est réellement de vendre un produit ou un service au client final? Et quelle est la contrepartie de ce droit d'entrée, en fin de compte? Amener des gens dans les réunions, il n'y a rien d'autre à faire. Vous amenez des gens, ils viennent aux réunions et on leur explique comment ça marche. Donc c'est un service. C'est pas carrément de la vente derrière, c'est un service. Donc ça paraît a priori plus facile. Mais moi, qui ne suis pas encore dans la vente directe, j'entends parler, je disais, ouais, monsieur tout à l'heure, on me parle beaucoup d'argent, je vois beaucoup de monde qui ont réussi, mais moi, j'ai essayé, pour l'instant, je rame et j'arrive pas à gagner de l'argent, voilà. Aujourd'hui, le discours qui consiste à dire venez chez moi, vous serez riche demain, vous roulerez en Porsche ou je ne sais pas quoi, non seulement il est complètement dépassé, mais aujourd'hui, tous les professionnels sont d'accord pour dire qu'il est dangereux. Mon travail, c'est d'amener des gens dans une réunion, par exemple. Mais ça peut exister dans d'autres réseaux. C'est pas... Si c'est que ça, le travail, parce qu'on peut amener des gens dans une réunion pour proposer une opportunité sérieuse. Ils s'en passent tous les jours, des réunions comme ça. Là, le problème, il est un petit peu différent. C'est
Si une partie du chiffre d'une entreprise est basée sur un fort droit d'entrée, on a intérêt à ramener un max de gens dans les réunions. Amenez-en 500, ça fera 500 fois X centaines d'euros, etc. Donc on sent bien quelque part que l'objectif de l'entreprise est un peu différent. Mais attention à ne pas tout confondre. Une société de vente directe peut très bien vendre du service en toute honnêteté. La vente ne concerne pas toujours directement des produits. Nous sommes aussi dans une notion de service. Donc c'est sûr que c'est une force. Puisqu'aujourd'hui, je dirais, les VDI qui nous rejoignent font ressortir vraiment cette force de ne pas avoir cette notion de vente. Moi, j'ai rencontré, de par mes 10 ans, des gens qui avaient une force dans la présentation et qui étaient bloqués par cette notion de vendre quelque chose en finalité. Donc, c'est vrai que c'est une force aujourd'hui, dans le domaine des télécommunications, de dire à la personne qui utilise déjà le service, qui paye déjà le service, tout simplement de faire un échange. Mais ça n'empêche pas moins que je reprends les critères d'origine de la fédération, c'est que le droit d'entrée, alors ça serait peut-être intéressant qu'il y ait vraiment une règle proportionnelle, mais le droit d'entrée, c'est vrai que nous, en fait, notre matière première, ce sont des papiers. Il n'y a pas de produit. Donc aujourd'hui, le droit d'entrée chez Club, il est proportionnel, je dirais, à notre outil de travail, c'est-à-dire qu'il est 35 €. Vous voyez, donc je crois que, alors dans le choix, donc ça fait rebondir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. J'avais soulevé ce souci parce que 50, 60, j'ai pas de chiffre du tout, mais 50 encore 60% des gens rentrent dans la vente directe parce qu'ils ne le connaissent pas, je dirais par cooptation, dans le bon sens du terme. Et après, c'est vrai qu'on fait un choix, il faut faire ce choix-là. Et aujourd'hui, le travail qui est fait par la Fédération française, la reconnaissance aujourd'hui, va permettre à beaucoup plus de personnes de faire un choix conscient avant de rentrer dans une société de vente directe. De la même manière, le parrainage ne doit pas forcément vous mettre en garde. Il est pratique courante au sein des réseaux multiniveaux, à la différence qu'il n'est pas la source principale de la rémunération du vendeur, mais simplement une partie de son activité. Il y a quand même, dans la plupart des plans multiniveaux, une condition d'activité. On ne peut pas cesser d'être vendeur. C'est-à-dire que la plupart des plans, c'est-à-dire que c'est pas une rente de situation. C'est-à-dire que vous avez le droit de toucher des commissions sur votre réseau, à condition d'avoir une activité minimale en tant que vendeur vous-même. Pourquoi ? Parce que c'est un métier qui est basé sur l'exemple. Donc, une idée, un réseau qui serait fait de barons qui vivent d'une situation de rente, en fin de compte, sans plus jamais rien faire, avec des gens qui sont un modèle pour personne, n'est pas d'un grand intérêt pour l'entreprise. Donc, il y a une condition d'activité qui existe. Parrainer une personne, c'est prendre une responsabilité. Voilà. Et donc, il m'est arrivé déjà de ne pas parrainer quelqu'un pour des raisons XY, mais une fois qu'on fait signer un agrément à quelqu'un, on a la responsabilité de l'aider à prendre pied dans cette affaire, dans son affaire, en fait. C'est vraiment ça. Et donc, j'en profite pour dire que personnellement, je pense qu'on a vraiment un rôle très important d'exemple pour l'ensemble du métier. Globalement, on a intérêt à tous avoir une attitude, je veux dire, d'intégrité. Je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, on est dans l'industrie dans l'économie du 21e siècle, dans le sens où on est en train de passer d'une économie de compétition à une économie de collaboration. Et c'est quelque chose qui doit s'apprendre. Ça va pas. On n'est pas des enfants de cœur. On est dans un métier où il y a des choses aussi qui se font, qui ne devraient pas se faire et tout ça. Donc, il faut être attentif à ça. Mais nous, on a un exemple. On a besoin d'avoir des intentions bien claires. Et pratiquer les choses comme elles doivent. Autre question incontournable pour faire le bon choix, homme-femme, y a-t-il des affinités? Il ne faut pas ignorer que certains produits attirent l'un plutôt que l'autre. 22 femmes, j'étais le seul homme. Alors par rapport à l'histoire de la différence entre les hommes et les femmes pour vendre et dans la vente directe, c'est vrai que j'étais une fois ou deux dans ces réunions en province. Ben, je suis plus revenu parce que j'étais tout seul comme homme, j'étais tout seul, il n'y avait que des femmes. La vente en réunion, on va dire, est traditionnellement féminine parce que les femmes apprécient ces moments d'échange. Dans l'univers de la vente directe, il y a quand même des répartitions par sexe dans les types d'activités. Donc dans le choix de l'entreprise, il ne faut pas se tromper. On ne va pas faire Captain Tortue ou Charlotte si on est un homme parce qu'on a peu de chances de réussir au démarrage. Par contre, on peut très bien être le soutien de sa femme au bout de quelques années si son réseau a monté. C'est vrai que la force de notre couple, c'est vraiment notre complémentarité. C'est là la force de notre affaire. C'est de comprendre, ben voilà, moi je suis plus forte dans le contact, on va dire, la femme qui va vers les autres femmes ou vers des hommes, et ben toi c'est plus l'aspect analyse, étude, enseignement et formation.
Vous avez donc les clés pour ne pas vous tromper sur le réseau qui vous permettra d'entrer dans la vente directe. Maintenant, il vous reste à savoir quelles sont vos ambitions. Ce secteur permet divers niveaux d'activité liés à l'investissement personnel. Tout le monde n'a pas envie, comme nous, d'ailleurs c'est pas venu pour nous non plus tout de suite, de développer une affaire en bonne et due forme avec des revenus importants et tout ça. C'est 5% des personnes qui démarrent ce type d'activité qui font ça. Donc il faut qu'il y ait la place aussi pour les 95% des autres personnes qui vont pouvoir profiter, bénéficier de ce système. Mais ça va, comme je disais tout à l'heure, de la simple personne qui veut à la base se rembourser ses produits. C'est une possibilité. Il faut que le plan de commissionnement le permette. En général, c'est le cas. Mais aussi des possibilités pour des personnes qui veulent simplement se créer un complément de revenus de quelques centaines d'euros, 200, 300 euros, ce qui est important dans un ménage. Beaucoup de personnes viennent pour, dans un premier temps, faire un complément de revenus. Et je regardais un débat qui s'est peut-être passé là il y a quelque temps, c'est est-ce qu'il faut annoncer les gros revenus de la société ou pas, etc., etc. Je crois que la première des choses, c'est de montrer à la personne ce qu'elle a à faire pour que ça corresponde à son besoin. Et au début, je me suis souvent raté à ce niveau-là parce que je voulais amener la personne au-delà de ce qu'elle souhaitait dans un premier temps. Parce qu'il ne faut pas oublier que si j'ai une activité économique principale, ben, ça me prend du temps. Mettons que j'ai un emploi 35 ou 40 heures semaine. Et après, il faut construire, si je veux construire cette activité de vente directe, ben, je dois y consacrer du temps, donc il faut que je le prenne quelque part. Voilà. Donc il faut une motivation, effectivement, ça c'est important. Et je trouve que c'est un rôle principal que nous avons, c'est d'aider ces gens à révéler cette motivation qui va leur servir de moteur après. Et à un moment donné, évidemment, pour certains, l'idée, ça va être de remplacer leur revenu principal avec, c'est ce qui nous est arrivé à nous dans le cadre de Nikken, mais ça a pris un certain temps, c'est pas venu comme ça. C'est pas du jour au lendemain. C'est pas du jour au lendemain, voilà. Mais on peut l'avoir en tête dès le début avec un projet. Un projet et une motivation qui peuvent même porter les ambitions encore plus loin. Là où c'est plus difficile, c'est au démarrage, c'est de se dire je vais être dans quelle tranche je vais vite me retrouver. Ça évidemment c'est un peu l'inconnu, mais là où on essaye d'accompagner, c'est de dire à la personne au début quel objectif tu te fixes. Est-ce que si c'est pour remplacer les allocations jeunes enfants, bon, tu veux gagner 350 €, bah, tu vas faire en sorte d'être dans cette tranche-là. Et puis les réunions de réseau, quand on se réunit dans un même réseau, un chef de réseau avec ses filleuls, c'est d'essayer de trouver des exemples. Mais toi, tu te situes où? À quel rythme est-ce que tu travailles? Forcément, si tu y consacres beaucoup plus de temps et que tu vois beaucoup plus de clients, forcément, tu vas vite grimper dans les tranches. J'ai plutôt envie de dire que c'est pas un rôle de convaincre, c'est plutôt un rôle de former ou d'éduquer. Bon, c'est un grand mot, mais enfin, c'est plutôt aider les gens à révéler leurs projets, effectivement. C'est des gens qui ont un projet de vie, qui vont pouvoir, à ce moment-là, s'investir dans cette activité. Il faut prendre des risques sérieux, donc se dire... ok, je sais pas vendre, mais ils vont m'apprendre à vendre. Ils vont m'apprendre, monsieur. Si vous allez dans une entreprise où il y a des choses à vendre, ils vont vous apprendre, ils vont vous former. Vous êtes presque le bon candidat. Parce que normalement, les gens qui sont trop vendeurs, quelquefois, sont pas performants, vente à domicile spécialement. Et moi, j'ai tellement vu de gens se révéler en situation, simplement en faisant, en écoutant les conseils, en appliquant et en faisant, que ça marche très très bien. Il y a des personnes qui peuvent se lancer, qui sont des vrais entrepreneurs, qui se lancent du premier coup et paf, ils développent leur affaire et c'est bon. Mais c'est plutôt l'exception, ça. Souvent, on est face à des personnes qui découvrent ce monde et qui ont donc besoin d'un temps d'adaptation. Et là, je pense que c'est important de leur dire d'avoir une activité économique, une activité génératrice de revenus stable, le temps qu'il faut pour démarrer correctement, de comprendre cette activité, etc. Ça prend un certain temps. Il y a des multi-activités sympas. Par exemple, moi j'ai rencontré une dame qui vendait, je ne sais plus si des bijoux, du textile, enfin peu importe, c'est un produit féminin. Et en même temps, elle était coiffeuse. Et je lui disais, et vous gagnez bien maintenant avec votre entreprise de vente directe? Ah, très très bien. Là, franchement, je gagne plus qu'avec mon activité de coiffeuse. Je dis, oui, mais bon, alors dans ce cas-là, elle m'a demandé, vous allez basculer? Ah non. Parce que mon activité de coiffeuse, c'est là où je date mes réunions. C'est là où je trouve mes hôtesses et mes clientes. Donc en réalité, il y en a une qui était le réservoir de l'autre. Donc c'était assez intelligent. Je pense peut-être monsieur aussi, certainement, ça doit être un peu ça. Moi, j'ai sorti des statistiques sur l'activité globale de notre entreprise.
Et je me suis rendu compte que sur 10 clients qui venaient dans le cabinet d'amincissement, il y en avait 3 qui repartaient avec des produits. Donc quelque part, je me suis dit, je suis peut-être assis sur une mine d'or, sans le savoir. Après, il faut développer et travailler. Donc il n'y a pas opposition. Et il y en a un sur 10 qui devient de mes partenaires. Par contre, le cumul de 2 activités en vente directe ne soulève pas les mêmes problèmes. J'avais lu dans le guide du VDI et dans le vente directe, dans votre magazine, qu'on a le droit d'avoir 2 activités de VDI différentes, à condition qu'elles ne soient pas concurrentielles, évidemment. Mais à mon avis, c'est très difficile, parce que si on multiplie les choses, c'est très difficile, mais c'est quand même possible, parce que, à condition qu'elles ne soient pas concurrentielles. Voilà. Ça existe. Effectivement, juridiquement, il n'y a aucun problème. Oui, sachant quand même que 1 plus 1 ne fait pas toujours 2 et qu'il faut effectivement parfois se méfier à vouloir développer plusieurs activités et finalement n'en développer aucune. Alors qu'est-ce que vous conseillez? Ça serait plutôt d'approcher la vente directe, d'intégrer un réseau en profondeur, j'ai envie de dire, sur quelques années, et ensuite, si ça marche, éventuellement se lancer dans une deuxième activité si on est tenté par cette aventure? Oui, pourquoi pas, mais je pense qu'en effet, pour démarrer, je pense qu'il faut vraiment focaliser ses efforts sur le choix qu'on a fait initialement. Je pense que c'est vraiment une vue de l'esprit, ou en tout cas c'est chercher à brûler les étapes que de vouloir essayer d'avoir deux feux à la fois. Et en fin de compte, la grossière erreur, c'est presque d'aller faire 2 réseaux de vente directe dans des produits féminins ou autres, sauf vraiment s'ils sont à contre-cycle, par exemple une société qui fait des maillots de bain l'été et puis qui fait bon. Mais en dehors de ça, je pense que il y a plus à gagner à bâtir un réseau solide dans une entreprise qu'on a choisie et de parrainer et d'y aller à fond, que de se dire peut-être qu'il me manque quelque chose, je vais aller voir ailleurs, etc. Ça, c'est la traduction systématique de gens qui, en fin de compte, pensent qu'il y a une potion magique et puis que d'un seul coup l'enrichissement va tomber tout seul. Donc en multipliant ses chances, on multiplie quelque part ses chances de s'enrichir. C'est pas vrai. On multiplie ses chances de s'enrichir et de gagner plus en allant plus à fond dans la méthode proposée par une entreprise. Voilà. Donc la multi-activité est dans certains cas excellent parce qu'il y a des complémentarités, salariés et vente directe. Moi je m'aperçois que je monte vraiment bien ma clientèle, que depuis 2 ans j'ai commencé doucement mais je la développe et j'ai vraiment une clientèle fidèle. Et je me suis donc posé la question de développer une autre activité qui pourrait être, je dirais, complémentaire et en même temps pas concurrentielle. Et c'est vrai que j'ai découvert Place Ballard parce que je recherchais une vente de textile. J'ai vraiment aimé cette société par rapport aux produits. Donc j'ai fait un test, je me suis rendu compte que ça plaît. Et ça peut être très complémentaire parce que justement, on est vraiment dans le service. Comme vous le disiez tout à l'heure dans le bien-être, on est de toute façon dans une société où maintenant les gens ont besoin, je pense, de se sentir bien. Et je pense qu'on peut, moi, par mes doubles activités, amener justement les clients, la clientèle, à être bien. Donc on a un service à la fois de bien-être, puisque dans les laboratoires, moi je propose des soins, je propose vraiment une amélioration au niveau donc du bien-être en diététique, au niveau en termes esthétiques, et le vêtement également apporte ce service. Donc moi, je suis vraiment partisane, je pense, mais quand on l'étudie bien, c'est sûr qu'il ne faut pas effectivement se dire, bon, vous êtes en interrogation actuellement, je pense... Et c'est vrai que il faut bien, je pense, appuyer votre choix. Mais moi, c'est vrai que ça fait maintenant 2 ans que j'ai cette réflexion. Bon, j'avais fait d'autres tests avant sur d'autres entreprises. Et là, j'ai vraiment trouvé des créneaux qui me plaisent. Et je pense que c'est vraiment très porteur. Et c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, en VDI, on a envie de commercialiser plusieurs produits pour évoluer. Et je pense que Captain Tortue a compris ça très vite par la demande de ses VDI. C'est d'augmenter lui-même son nombre de produits à diffuser. C'est-à-dire qu'il se diversifie. On faisait le vêtement pour enfants, puis le vêtement pour femmes. Et là, on vient d'acquérir donc Java Lingerie. Donc, ça permet aux VDI, dans la même entreprise, au sein de la même société, de diffuser plusieurs produits et d'évoluer effectivement en termes de chiffre d'affaires. Vous le voyez, les possibilités sont nombreuses. Produits, investissements personnels, organisation. À vous maintenant de faire vos choix pour entrer avec succès dans l'aventure de la vente directe. Et pour conclure, n'oubliez pas... Une des philosophies qu'on disait, c'était susciter l'envie et le désir. Et je crois que dès l'instant où on a compris ça, on peut tout réussir.